Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le titre de dauphin a été porté par les princes héritiers du Viennois, qui est devenu le Dauphiné de Viennois, avant de passer au fils aîné des rois de France, qu'on appelle donc les dauphins de France. Ça fait rêver les enfants, ça, qui parfois se demandent ce que viennent faire les gentils dauphins là-dedans. Le tout premier de ces dauphins dans notre histoire, le tout premier à avoir porté ce titre, c'est Charles, le fils aîné du roi Jean II, un petit prince né en janvier 1338, autant dire en plein XIVe siècle, le siècle terrible, vous savez, le siècle de la peste noire et de la guerre de 100 ans. Ce dauphin voit sa vie basculer en septembre 1356 lorsqu'à Noyer-Maupertuis, près de Poitiers, son père tombe aux mains du prince noir, son frère Philippe est capturé lui aussi, Charles n'a pas 19 ans, or du jour au lendemain, le sort du royaume vient à peser sur ses épaules et c'est des épaules encore un petit peu fragiles. Le jeune prince n'est pas une force de la nature et puis surtout, moralement, il a été fragilisé par la crise dynastique qui s'est ouverte 5 ans plus tôt à la mort de son grand-père. Son grand-père, c'était Philippe VI, le premier Valois couronné. On a donc institué Charles duc de Normandie en 1355 et parce qu'il est conciliant, il a cru pouvoir convier dans son château de Rouen un rival que son père ne supporte pas, son beau-frère navarrais Charles le Mauvais, comte d'Évreux. Hélas, le père, le roi Jean, s'est invité à la fête, il a mis le traître aux arrêts, il a fait exécuter ses partisans, ça a été un véritable bain de sang, et on a vu le pauvre dauphin supplier à genoux son père d'épargner ceux qu'il avait pourtant invités, mais rien n'y a fait. En septembre 1356, donc, Charles, qui vient de fuir le champ de bataille de Poitiers, rentre à Paris. Il est accueilli en héritier, mais c'est l'héritier un peu dérisoire d'une couronne sans doute discréditée. Et pas mal de barons ont déjà rejoint le roi d'Angleterre, Édouard III, qui a l'intention de l'emporter définitivement dans ce qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. Les désastres en cascade de Crécy, Crécy ça a été vraiment l'enfer, hein. Crécy, Calais, Poitiers à présent, tout ça a discrédité la chevalerie française et puis voilà que la grande peste se mêle de la partie et les famines, les campagnes de pillage et les mauvaises récoltes, un impôt qui devient insupportable et tout ça ravage les campagnes, tout ça fatigue les villes où est en train de naître cette nouvelle catégorie de la bourgeoisie. Vous voyez que quand je vous dis que le XIVe siècle est terrible, on peut dire même qu'il est très sombre. Le 17 octobre 1356, les États généraux sont réunis à Paris. On n'avait pas le choix. Il fallait trouver une solution. Une majorité de députés du tiers-État qui a le regard fixé sur les questions fiscales exige le renvoi des anciens conseillers de Jean II. Ils exigent également la libération de Charles le Mauvais. En vérité, les grands bourgeois veulent profiter de ce qui leur apparaît comme une vacance du pouvoir. Ils ont l'intention, derrière le prévôt des marchands Étienne Marcel, de faire plier la royauté. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le fameux prince, là, Charles le Mauvais, s'est enfui de sa prison, que tout le monde imagine déjà le dauphin s'enfuyant éperdu en pleine nuit. Eh bien non, Charles va choisir de faire face. Charles est un jeune homme courageux, il va venir se présenter à la foule des Parisiens et au milieu des halles, il se lance dans une harangue magnifique, ce sera son premier fait d'armes, sans armes si j'ose dire. Sauf que le 22 février suivant, à la faveur d'une bévue judiciaire dans laquelle je ne vais pas entrer là maintenant, Étienne Marcel attise les braises, il s'introduit de force dans le palais royal, dans le palais de la Cité. Il fait tuer le carré des gentilshommes qui prétendaient protéger le dauphin et pour la sauvegarde de Charles, c'est en tout cas comme ça qu'il va présenter les choses, il force le malheureux dauphin à porter un chaperon aux couleurs de la capitale insurgée. Ça fait un petit peu penser à Louis XVI qui plus tard sera obligé de coiffer le bonnet phrygien, vous savez. Charles de Valois n'a pas pour autant dit son dernier mot. Il va sortir de Paris de façon cachée, très habile. Il rassemble 30 000 hommes et le voilà qui va venir mater cette révolution. Ce qui fait qu'Étienne Marcel sera lynché par les habitants du faubourg en juillet 1358 et que ce qui est une victoire militaire va très vite se doubler pour le dauphin d'un coup de maître politique. À l'égard des complices du prévôt, en effet, le prince héritier fait preuve de clémence, mais aussi de fermeté. Bref, il annonce les vertus
vertus qui seront celles d'un règne lumineux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a des qualités incroyables, ce dauphin Charles, ce jeune Valois très pieux, qui est un juriste dans l'âme, un administrateur né, qui est aussi diplomate à ses heures. Les philosophes accompagnent ses réflexions qui sont très élevées. Il lit beaucoup Aristote notamment, qu'on a redécouvert au siècle précédent. Ses amis sont de fins lettrés, l'âme sœur Bureau de la Rivière par exemple, mais aussi le nouveau prévôt, Hugo Briol, ou les chanceliers Pierre d'Orgemont, Guillaume et Jean de Dormans, etc. Le travail n'effraie pas ce jeune homme. Vous avez compris qu'il est très vertueux. On le voit retourner constamment les sabliers pendant ses longues veilles de travail, de labeur. Il est toujours à ses affaires, dans une sorte d'abnégation qui vire au sacrifice. Son esprit logique est assez remarquable. Son intuition ne l'est pas moins. Bref, il prend son temps pour étudier les dossiers, comme on dirait nous aujourd'hui. En hâtivité ne gît point la bonne ordonnance, disait-il. Les axiomes de sa politique pourraient paraître peut-être un peu ternes, puisqu'il est toujours modéré, prudent, plein d'une extrême humilité, mais en même temps d'une hauteur de vue assez inflexible. Si l'on admet que son père, Jean II, et son grand-père, Philippe VI, n'ont pas été de grand caractère, on pourrait voir dans le Charles de cette régence difficile quelqu'un qui simplement travaille beaucoup, une sorte de tâcheron, si vous voulez. Mais si l'on disait ça, on passerait à côté de la véritable dimension du personnage, c'est-à-dire sa grandeur. Pour le moment, son roi de père, si je puis dire, est prisonnier à Londres. Au début de l'année 1359, après déjà 2 ans d'exil, le royal captif va consentir au plus défavorable des accords diplomatiques, au point même que la cour de France soit obligée de désapprouver l'accord qui a été passé à Londres par le roi Jean. Édouard III se durcit, il demande des conditions de plus en plus exigeantes et il va lancer une nouvelle offensive meurtrière sur le continent. Cette offensive va faire long feu. On en vient à signer en mai 1360 le traité de Brétigny, qui est vraiment dur pour la France des Valois, puisque l'Angleterre des Plantagenets est le grand bénéficiaire de cet accord. Toute une partie de l'ouest du royaume, sauf la Normandie et l'Anjou tout de même, passe à l'Angleterre, ainsi que 3 millions d'écus. C'est le coût de cette paix et de la liberté du roi. Le roi retraverse donc la Manche dans l'autre sens à l'été 1360. Il aura quand même passé 3 ans en Angleterre. Il rentre à Paris à la fin de l'automne et il s'offre une sorte de triomphe romain. On l'acclame dans les rues. C'est assez extraordinaire, des cérémonies qui essaient de faire oublier la terrible paix de Brétigny. La France a beau festoyer, la vérité c'est qu'elle s'est amputée. Pour l'écrire d'une phrase, la Guyenne, le Poitou, le Périgord ou encore le Rouergue sont d'un coup passés sous contrôle anglais, nous dit Jean de Vios. Or, le roi Jean se trouve assez vite incapable de faire face aux obligations pécuniaires de la traite de Brétigny. Et il va décider de rentrer à Londres. On dit, mais mon Dieu, il pousse très loin le sens de l'honneur. Oui, il semblerait qu'il y ait été peut-être attiré par une maîtresse anglaise, en vérité. Bon, n'entrons pas trop dans la petite histoire. Toujours est-il qu'il va mourir à Londres en avril 1364, ce roi Jean, et qu'à ce moment-là, évidemment, c'est son fils qui lui succède. C'est le début de ce règne de Charles V, celui qu'on appellera Charles le Sage. Comme va l'écrire Christine de Pisan, qui se fait tout de suite l'historiographe du nouveau souverain, la France voit luire enfin le premier sourire de la fortune. Vous écoutez Radio Classique. Dès les premières semaines du règne, Charles montre de quel bois il se chauffe. Il va remporter des victoires, notamment sur le terrible Charles le Mauvais. Quand je dis « il va remporter », celui qui les remporte et qui se fait connaître par cette occasion, c'est quelqu'un, un breton, dont l'épée a été mise au service du roi de France. C'est Bertrand du Guesclin. Oh, il n'est pas beau, du Guesclin, on le sait. Il est même d'une figure un peu repoussante, mais il est d'une habileté, d'une force, d'une énergie absolument imbattable. De son côté, le nouveau souverain applique à cette France malade les soins qui pourraient être celles d'un bon médecin. À vrai dire, va écrire Joseph Calmette, Charles V a été comme le bon médecin qui conduit avec précaution les étapes d'une cure. Pour ménager une convalescence, rien de tel qu'une méthode, on peut dire au sens médical, un régime. Charles a posé son diagnostic, il connaît le patient mieux que quiconque, eh bien, il va donner la bonne posologie. Lui-même sait pouvoir s'appuyer sur des institutions
efficace. Il a conservé l'ordonnance de 1357, il l'a complétée par tout un arsenal d'édits royaux et il s'applique à reprendre pied en Normandie, à liquider les grandes compagnies, vous savez, tous ces bandits qui dévastaient le royaume, et après avoir songé à détourner la nocivité de ses mercenaires sur la Hongrie, il les envoie dans la Castille où le roi d'Aragon, qui d'ailleurs est soutenu par le pape, mais enfin là non plus j'entre pas dans les questions diplomatiques, où le roi d'Aragon est en train de faire la guerre à Pierre le Cruel. On voit passer par Montpellier toute cette espèce de soldatesque qui faisait régner la terreur en France et qui d'un seul coup va pouvoir aller trouver à s'employer ailleurs. On va bientôt revenir sur la question bretonne. En 1364, la guerre qui a été menée indirectement contre l'Angleterre s'était soldée par la défaite d'Auray. Seulement les diplomates vont réussir à rattraper ce que les stratèges avaient manqué d'une certaine façon, et le traité de Guérande convient de l'allégeance à la France du duché de Bretagne. Très important ça, et c'est à mettre au crédit de Charles V. Et quand du Guesclin, après la campagne en Espagne, rentre en France en 1370, le conflit avec l'Angleterre a repris et ce sont de nouveau toutes sortes de batailles destinées à faire oublier le traité de Brétigny. Le roi Charles déjà a accompli un certain nombre d'exploits à travers du Guesclin, mais il n'est qu'à ses débuts. Je cite Georges Minois. Un petit homme noireau et laid, avec une tête ronde, un nez camus, des yeux verts, les cheveux touffus, courts et grisonnants, voilà ce qu'était du Guesclin. Le cou est étonnamment court et épais, si bien que le chef semble planté directement sur le tronc. Les épaules sont larges, le corps trapu, les bras trop longs, pendant presque jusqu'aux genoux. Il n'empêche que du Guesclin va remporter victoire sur victoire. Et il va, comme cela, permettre à Charles V d'asseoir partout une politique extrêmement ambitieuse. Près de Pont-Valin, on est là en décembre 1370, il fait approcher ses troupes au plus près de l'ennemi et pour limiter les reflets du soleil sur les casques et sur les armures, il ordonne à ses hommes de se couvrir de tissus. Ainsi camouflés, raconte encore Minois, les troupes à pied arrivent à quelques centaines de mètres du camp anglais où l'on s'éveille à peine. Brusquement montent les clameurs « Montjoie, Notre-Dame, du Guesclin !» et quelques centaines de furieux surgissent des bois et fourrés et se ruent sur le camp. La surprise est complète. Ça va être encore une fois une grande victoire de du Guesclin, qui d'une certaine manière applique des techniques qui seraient celles habituellement plutôt de la guérilla. Il n'empêche que pour les adversaires de Charles V, le cauchemar ne fait que commencer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sa loyauté envers le roi Charles, Bertrand du Guesclin va la démontrer de façon éclatante dans toutes sortes de combats où il se révèle presque toujours vainqueur, et notamment dans le conflit avec le duc de Bretagne, Jean IV, qui dépend des Anglais, alors que son suzerain, puisque maintenant la Bretagne a prêté allégeance, Charles V, se fait chaque jour plus redoutable, et le duc est sommé de faire un choix. Il balance en faveur de l'Angleterre, il va signer un traité secret avec Londres, et quand Bertrand annonce à Charles V cette trahison, évidemment on décide d'aller se battre. Une fois de plus, du Guesclin, bientôt, va forcer le duc de Bretagne à traverser la Manche. Il reviendra dès 1373 aux côtés d'Anglais qui sont bien décidés à l'emporter. Ça va être encore une chevauchée continentale. Et pendant ce temps, que fait le sage Charles V ? En apparence, pas grand-chose. Lui, il est soucieux d'éviter à tout prix les batailles rangées. Il laisse les Anglais divaguer un moment, se fatiguer d'une certaine manière. En d'autres termes, il a choisi de laisser passer l'orage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas donné l'ordre de fourbir les armes. Quelque dépit qu'ait pu susciter le parti qu'a pris le roi dans la chevalerie, et même jusqu'au sein du peuple, il faut croire que c'était le bon parti, puisque les Anglais sont désemparés, ils sont désorientés, effectivement, ils se fatiguent et ils finissent par repasser la Manche. Franck Ferrand sur Radio Classique.
de sorte qu'à la mort du vieux Édouard III, son cousin Charles, si l'on peut dire, Charles V, entend profiter des désordres de la régence anglaise. En 1377, Bertrand du Guesclin participe à une nouvelle campagne contre la Guyenne anglaise. On va jusqu'aux portes de Bordeaux, hein. Et dans l'instable Bretagne, la situation a encore dégénéré. Jean IV se montre très peu obéissant et Charles là va sévir. Il va littéralement confisquer la terre de son vassal. Et la noblesse bretonne, qui d'abord était un petit peu inquiète, va finir par accueillir à bras ouverts le duc Jean lorsqu'il débarque à l'été 79. Le voici aussitôt entouré face à du Guesclin qui est bien entouré aussi. L'affrontement n'a pas lieu, ce qui va susciter beaucoup de commentaires à la cour de France. Bien sûr, est-ce qu'après tout, du Guesclin ne serait pas en train de trahir le roi ? Charles, de son côté, ne fléchit pas. Sa confiance est au connétable, il va la conserver au connétable. En octobre 1379, on s'oriente vers une trêve en Bretagne, ce qui va permettre d'expédier Bertrand vers d'autres horizons. Il va lui falloir reprendre en Auvergne, en Velay, un certain nombre de forteresses occupées par des routiers qui s'y adonnaient au brigandage. Et c'est à Châteauneuf de Rang, qu'à la fin de juin 1380, le grand connétable va tomber malade. Le 13 juillet, au pied de la dernière forteresse qu'il aura assiégée, il en vient à rendre l'âme. C'est la pire nouvelle qu'on ait jamais pu annoncer à Charles V, qui vacille un peu à cette annonce. Le souverain mesure la part extraordinaire que du Guesclin avait prise dans l'extraordinaire, non moins extraordinaire sursaut de la France. Aux yeux de la postérité, c'est du Guesclin qui a desserré l'étau anglais sur la France. Il est le bienfaiteur, etc. C'est incontestable. Mais il serait quand même assez injuste de ne pas reconnaître le rôle éminent que, de manière plus discrète sans doute, Charles V a joué dans cette affaire. C'est lui, Charles V, qui a permis le sursaut, qui a permis la remontée de la France, qui a permis la plus étonnante reprise en main de toute notre histoire, où l'on se rappelle la célèbre phrase du général de Gaulle, vous savez, au début des Mémoires de guerre, quand il disait « J'ai d'instinct l'impression que la Providence a créé la France pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. » Eh bien, au temps du roi sage, le royaume a connu les deux, mais Charles V a bien été l'intercesseur, le médiateur en quelque sorte. Il aura été l'instrument de la Providence. Vous écoutez Radio Classique.